Alors on démarre, bonsoir tout le monde. Alors, 16 mai 2003. Alors pour la première fois au Maroc, on est touché par des attentats terroristes par le biais de kamikazes. On parle d'une centaine de blessés, d'une quarantaine de morts, dont 15 kamikazes. Alors d'où proviennent ces jeunes? Oui, parce que ce sont des jeunes, ils ont entre 20 et 25 ans. L'enquête a vite révélé que tous ces jeunes-là viennent d'un quartier périphérique de Casablanca. Alors le quartier s'appelle Sidi Boumel, enfin, qu'on a su juste après les attentats. Alors ces jeunes frustrés, marginalisés, vivent presque tous, si ce n'est pas tous, dans la misère matérielle et la misère humaine. Alors, ces discriminations et cette misère existent-elles toujours dans les quartiers populaires? Donc c'est pour ça que nous avons invité aujourd'hui M. Nabil Riouch, qui est... Alors, M. Nabil Riouch, qui est réalisateur, cinéaste et producteur, donc pour en parler. Alors, permettez-moi de le présenter à travers quelques mots. Donc, après des cours de théâtre et de mise en scène, M. Nabil Riouch s'oriente vers la réalisation. Donc, il débute dans la publicité en 92 et signe ses premiers courts-métrages, dont Les Pierres Bleues du désert, donc avec Jamel Debbouze, tous largement primés dans divers festivals internationaux. Alors en 97, il réalise son premier long métrage qui est Mektoub et qui remporte un énorme succès au Maroc et qui représente justement le Maroc dans l'Académie des Oscars, premier film à l'avoir fait. Alors Ali Zawa, que vous connaissez tous, était son deuxième film. Alors il a connu aussi un très grand succès, c'était dans les années 2000, et viendra ensuite Une minute. Ali Zawa, vous en dites beaucoup. Alors viendra ensuite Une minute de soleil en moins, Whatever Lola Wants, and My Name. Alors 10 ans. Alors 10 ans après les attentats de Casa, Nabil Riouch produit Les Chevaux de Dieu et réalise, j'ai une correction, réalise plutôt Les Chevaux de Dieu, Ya Khaylallah, une sorte de film, si je puis dire, documentaire et biographique, qui retrace la vie des kamikazes. Alors, Monsieur Nabil Riouch, pourquoi ce choix? Alors, merci Samia pour cette introduction très complète. Je vais juste me permettre, et puis bonjour, bonsoir à vous toutes et à vous tous, merci d'être présents. Je suis heureux évidemment de pouvoir discuter, échanger avec vous. C'est après HEC à Paris, la deuxième école avec qui il m'est donné la chance de pouvoir débattre autour du sujet du film. Et c'est toujours passionnant pour un réalisateur d'avoir le point de vue de votre génération, surtout sur un sujet aussi sensible que celui-là, et qui vous touche, j'imagine, d'encore plus près. Je me permets juste une petite rectification par rapport à ce que vous venez de dire. Les Chevaux de Dieu, c'est pas un documentaire. C'est une véritable fiction qui part d'une réalité. Alors évidemment qu'elle se sert d'une réalité qu'on connaît tous, qui sont ces attentats. Elle adapte un roman qui est le roman de Marie Bibi, Les Étoiles de Sidi Boumel. Elle se permet aussi, cette fiction, de prendre des libertés avec la réalité, justement parce qu'on a eu envie de construire une trame et une dramaturgie. Donc, c'est pas la biographie des kamikazes qu'on raconte, c'est l'histoire de personnages qu'on a inventés. Maintenant, il est évident que le film est tourné sur un mode naturaliste, sur un mode ultra réaliste, et ça, c'était une volonté artistique de ma part. Du coup, j'ai oublié votre question. Pourquoi le choix d'un tel sujet? Moi, au lendemain du 16 mai 2003, j'ai fait un peu le chemin inverse. J'ai fait comme tout le monde, je suis allé crier dans la rue, plus jamais ça, ma crèche te l'a dit, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent. Les professeurs s'en rappellent en tout cas. Et puis,
j'ai pris dans la foulée une petite caméra, et j'ai été faire un film sur les victimes. Ceux qui ont perdu un proche, ceux qui ont été blessés ce soir-là, notamment les victimes de la Casa d'España. J'ai voulu entendre leur souffrance, entendre leur douleur. C'est un documentaire d'une quinzaine de minutes qui est passé sur 2M dans différents festivals. Et puis dans les jours qui viennent, comme vous l'avez rappelé, on a appris que ces attentats, ils n'avaient pas été commis comme on pouvait l'imaginer par des terroristes surentraînés venus d'Irak ou d'Afghanistan, qui étaient venus faire exploser à partir de l'extérieur, à partir de l'étranger, notre pays, mais ils avaient été commis par des Marocains. Et des Marocains qui, en effet, ont à peu près votre âge, une vingtaine d'années, 25 ans pour les plus âgés, et qui habitent à quelques kilomètres de chez moi, quelques kilomètres du centre-ville, parce que Sidi Moumen, à vol d'oiseau, c'est à 5 kilomètres du centre de Casa. Ça a été un choc. Ça a été un choc parce que ce jour-là, non seulement on touche au cœur même des fondements de l'identité marocaine, qui s'est construite sur le multiculturalisme, sur la diversité culturelle, la diversité des races, la diversité des religions, cette tolérance qui a fait le Maroc. Mais ça a été un choc également parce que c'est d'une implosion dont il s'agit, c'est d'une attaque qui vient de chez nous, qui vient de l'intérieur, qui est, en plus de surcroît, complètement amateur. Parce que la plupart de ces jeunes n'avaient jamais mis les pieds dans le centre-ville de Casa. Ils ne savaient pas à quoi ça ressemblait. D'ailleurs, il y en a un d'entre eux qui s'est perdu, qui a tourné, et qui a fini par se faire exploser près d'un cimetière juif dans l'ancienne Médine. Mais ce n'était pas l'objectif. Donc ça a été extrêmement mal préparé, tout ça. Ça a été fait, encore une fois, de manière complètement amateur. Alors, évidemment, quand on apprend ça, on s'interroge. Sauf que, comme toute nation qui se sent attaquée, on réagit en criant notre rage, on réagit en criant notre colère. Et il m'a fallu 5 ans pour véritablement comprendre que dans cette histoire, les victimes, elles sont des deux côtés. Elles ne sont pas que d'un seul côté, du côté de ceux qui ont perdu la vie, même si c'est évidemment dramatique, il ne faut pas les oublier, mais que des jeunes de 20 ans qu'on embrigade, dont on lave le cerveau et qu'on envoie se faire sauter au milieu d'innocents, elles aussi, c'est des victimes. Alors, je suis retourné à Sidi Moumen. J'y suis retourné parce qu'en fait, c'est un quartier que je connaissais. J'avais tourné des documentaires sur le... Avant Alizawa, en fait, j'avais tourné des documentaires sur le microcrédit. Je ne vous fais pas l'insulte de vous demander si vous savez ce que c'est que le microcrédit. Banque des pauvres qui s'adresse à des gens nécessiteux dans les campagnes. Et donc, il y avait à Douar-Souila, par exemple, un bidonville qui a été démantelé récemment, des gens qui bénéficient de ce microcrédit. J'avais été faire un documentaire sur eux et j'y suis retourné pour Alizawa. Pour ceux d'entre vous qui ont vu Alizawa, le début du film, sur les hauteurs, sur les collines, se passe à Sidi Moumen. Donc c'est un quartier que je connaissais bien, finalement. Et à l'époque, j'avais été assez aveugle à cette violence. Je n'avais pas vu ce qui se passait, ce qui se préparait à Sidi Moumen. Donc j'y suis retourné, on voit à peu près en 2008, c'est juste après votre évaluation. Et j'ai commencé un travail avec des associations locales. J'ai donné des cours de théâtre. J'ai rencontré à travers le milieu associatif cette jeunesse et j'ai écouté. J'ai écouté ses cris, j'ai écouté ce qu'elle avait à dire. Parce que ça me semble important d'écouter, parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. Et petit à petit, lentement, est née l'idée du film. Et entre-temps, l'écriture d'un scénario rejoint par la rencontre avec le livre de Marie. Les étoiles Sidi Moumen. Voilà, un petit peu comment s'est construit cette histoire. C'est évidemment un sujet extrêmement sensible, extrêmement douloureux. J'avais envie, dans cette histoire, de ne juger personne. J'avais envie de montrer une réalité telle qu'elle s'est construite et d'essayer de comprendre comment des jeunes de 10 ans, au début du film, peuvent se transformer en bombes humaines et commettre ce qu'ils ont commis, des actes aussi abominables. Voilà, c'est ça, les chevaux de Dieu, et je pense que c'est très important qu'une société comme la nôtre, qui a connu un événement aussi tragique, puisse s'interroger sur les causes de l'attentat, pas les conséquences. Parce que ça, ok, les dégâts et tout, on le voit aux informations, c'est très bien. Maintenant, qu'elle puisse s'interroger sur comment on a pu en arriver là, les conséquences, ça me semble fondamental. Et à l'époque, et je terminerai par là, à l'époque, malheureusement, il n'y a pas eu de débat public.
au lendemain du 16 mai 2003. Vous êtes trop jeunes la plupart pour vous en souvenir, mais on est très rapidement passé sur ce chapitre de notre histoire. Et l'histoire d'un pays qui se construit, c'est pas forcément uniquement des chapitres heureux, c'est parfois des moments malheureux, des moments difficiles. Et bien il faut savoir être à l'écoute également de ces moments, et il faut savoir les interpréter, il faut savoir essayer de les comprendre, et il faut savoir les débattre également. Ça c'est le rôle des journalistes, c'est le rôle des intellectuels, c'est le rôle de la société civile, et puis c'est le rôle de l'État, d'être à l'écoute de ce débat public. Il n'a pas eu lieu en 2003, je le regrette, même si je sais qu'à l'époque les plaies étaient vives, étaient ouvertes. J'espère qu'aujourd'hui, 10 ans après, parce que vous savez que le 16 mai de cette année, ça fera 10 ans pile, ben j'espère que 10 ans après, on a pu digérer un petit peu tout ça, et on peut essayer avec, ça a d'ailleurs commencé dans la presse, sur les réseaux sociaux, on peut essayer avec un peu de distance, de revenir sur ce qui s'est passé, et d'en parler avec un peu de sérénité, et d'essayer de voir ce qu'on peut faire, surtout pour que ça ne se reproduise pas. Alors justement, vous dites que vous êtes revenu en 2008, donc à Sidi Mohamed. Vous dites qu'il n'y a pas eu de débat juste après les attentats du 16 mai, mais on a remarqué qu'il y a eu pas mal d'associations qui sont venues de nulle part. On voit qu'il y a pas mal d'activités dans les quartiers périphériques. Est-ce que tout ça, ça les a aidés? Alors, il y a eu beaucoup d'initiatives citoyennes à Sidi Mohamed, c'est vrai, parce qu'il faut relever tout ce qui se fait de positif. Il faut croire en l'avenir, déjà, pour commencer. Il y a eu toute une série d'associations, effectivement, alors vous dites qu'ils sont sorties de nulle part, elles ne sont pas toutes sorties de nulle part. Il y a des associations qui ont poussé à Sidi Mohamed, très bien, excellent, des citoyens ont pris en main leur destin. Il y a aussi des associations qui existaient depuis un bon moment, qui ont décidé d'aller s'implanter à Sidi Mohamed. Et ça, c'est très bien aussi. Également, je viens de rencontrer, avant d'arriver, l'une d'entre elles qui fait un gros travail de fond sur place, Complexion Culto. Après, il y a aussi l'État. L'État, il a commencé par mal réagir. Il a commencé par détruire des bidonvilles et reconstruire des immeubles à la place. C'est bien, parce que du coup, avec cette politique de relogement, on permet à des gens de se réinsérer dans un cadre d'habitation digne et salubre. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il aurait fallu déjà commencer par reconnecter ce quartier au reste, au centre-ville, au reste de la population. Ça, c'est un projet infrastructurant qui vient d'arriver, qui s'appelle le tramway. Et ça, non, mais c'est pas anecdotique, le tramway. C'est quelque chose de fondamental. Parce que vous imaginez des gens qui se sentent à ce point abandonnés, qui se sentent à ce point coupés du monde, parce qu'avant, pour partir de Sidi Mohamed, arriver dans le centre-ville, il fallait prendre 2-3 taxis, enfin, il n'y avait rien, il n'y avait pas de bus, rien du tout. Des bus qui sont arrivés, et puis là, ça leur a facilité un petit peu la vie, c'était quand même compliqué. Mais là, maintenant, ils montent dans un tramway, et direct, ils sont dans le centre-ville. Donc ça, c'est déjà une première forme de reconnexion. Maintenant, ce qu'il va falloir faire pour compléter le travail, et pas qu'on fasse, comme ça s'est fait malheureusement dans les grandes villes, les banlieues des grandes villes en Europe, quand ils ont créé les cités dortoirs, les cités HLM avec toutes ces barres d'immeubles, c'est injecter du lien social, injecter du lien identitaire, injecter du lien culturel dans ces quartiers. C'est ça, c'est créer la vie de la cité. Parce qu'aujourd'hui, Sidi Mohamed, c'est plus un immense bidonville, c'est devenu une ville de 300 000 habitants. 300 000 habitants, je ne sais pas si vous imaginez. C'est énorme. C'est plus grand qu'Essaouira, c'est plus grand qu'un certain nombre de villes qu'on connaît au Maroc. C'est à peu près la taille de 10 000 lacs. C'est énorme, Sidi Mohamed.